Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rupture avec la Sonuma RTBF et Thierry Piel, une émission dans laquelle on s'intéresse aux événements charnières de l'histoire internationale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la révolution iranienne qui allait faire tomber, on s'en souvient, en 1979-79, le régime pro-occidental du Shah pour laisser place à une république islamique. Alors on va revisiter cette période en commençant par visionner des images, une rétrospective de la décennie 70, la décennie 70, qui nous donne à voir ce qu'était le régime du Shah. À vrai dire, on n'a que très peu d'images de l'Iran, sinon quelques visites officielles, le Shah et la Shahbanou sous toutes les coutures, quelques réalisations du régime et bien sûr les fastes du 2500e anniversaire de l'Empire perse. Ça se passait il y a déjà 7 ans. On ne voit que très rarement des images de vie quotidienne et on ne voit jamais d'images de manifestations ou de la répression impitoyable qui sévit dans le pays. Bien souvent, l'Iran ne réapparaît dans l'actualité qu'à l'occasion de catastrophes. Les tremblements de terre y sont fréquents qui détruisent des villages déjà très pauvres. Sinon, ce qu'on voit du pays, c'est la famille impériale qui se veut héritière de l'un des plus anciens empires du monde. Le Shah n'est jamais avare de faste et on le lui rend bien. Ici, la réception au Palais de Versailles par le président Giscard d'Estaing. Mais chaque déplacement à l'étranger est accompagné de manifestations d'hostilité. Paris, Londres, Rome, New York ou New Delhi, partout, des étudiants iraniens manifestent leur opposition. Ils se masquent par crainte des représailles qui pourraient être exercées contre leur famille ou contre eux à leur retour au pays. C'est qu'en Iran, comme dans toutes les dictatures, qu'elles soient de droite ou de gauche, les droits de l'homme sont inexistants ou régulièrement violés. Pas de liberté de presse ou de réunion, arrestations arbitraires et torture. Le régime avoue dans les 2000 prisonniers politiques, il en libère de temps en temps quelques dizaines. L'opposition parle de 100 000 prisonniers politiques. Alors Thierry, ces images, elles évoquent une déconnexion quasi totale entre un régime, on l'a vu, extrêmement fastueux et puis une population qui reste en majorité ou en tout cas en grande partie dans la misère. Est-ce que c'est caricatural ou c'est une présentation assez fidèle de ce qu'était le régime iranien, la monarchie iranienne à la fin des années 70, des années 70 ? Alors c'est en partie quand même caricatural, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que cela. On a vu effectivement des images de l'anniversaire de l'Empire perse, célébré avec faste en 1971 à Persépolis, la grande capitale de l'Empire perse achéménide. Mais derrière cela, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses. Le Shah d'Iran est devenu le souverain de son pays en 1941, après que son père ait été déposé, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ d'ailleurs, il joue plutôt le jeu de ce qu'était l'Iran, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Je crois qu'il faut le rappeler, il y a eu une autre époque dans l'histoire de l'Iran, de cette dynastie des Pahlavis. Et le tournant, en fait, intervient d'abord au moment où va se poser la question de la nationalisation du pétrole de l'Anglo-Iranian Company. Les Britanniques, en effet, avaient, on peut dire, pris une grosse option sur les pétroles iraniens et l'Iran ne touchait pas grand-chose, bien sûr, des dividendes. Et donc, c'est un ministre du Shah, le docteur Mossadegh, qui est à l'origine de cette nationalisation. On est en 1951, mais en fait, ça va mal se passer. Et en 1953, le gouvernement de Mossadegh va tomber. Et il tombe parce que, en fait, le Shah a fait cause commune, entre autres, avec justement les Occidentaux, les Anglais, les Américains. Et donc, c'est à ce moment-là que se met vraiment en place un régime autoritaire, avec, il faut le dire, quand même un projet. C'est ce qu'on appelle en 1962 la Révolution blanche. Il s'agit en fait d'une marche forcée pour moderniser l'Iran. Alors c'est pas nouveau, hein. Son père, Reza, avait commencé cette modernisation, mais on était encore loin du compte. Donc il s'agit effectivement, entre autres, de lancer une réforme agraire, récupérer entre autres toutes ces terres qui dépendaient d'institutions religieuses et qui n'étaient pas très bien exploitées. C'est l'idée bien sûr de l'industrialisation. C'est aussi l'idée de faire de l'Iran une grande puissance. Et donc là, je parle bien sûr d'armement. Donc c'est tout ça qui est en jeu, avec derrière, en ligne de fond, l'idée de faire avancer la société iranienne vers des valeurs ou des normes occidentales. Et donc c'est bien sûr les écoles, les universités, etc. Et de ce point de vue-là, cette politique a été relativement efficace. Peut-être trop. C'est-à-dire que cette marche forcée a créé effectivement, et là il faut le dire, des inégalités.
Des inégalités criantes, même parfois, avec un exode rural qui, effectivement, crée une misère qu'on va retrouver dans les bidonvilles des grandes villes iraniennes. Et puis, en créant cette nouvelle génération plus éduquée, on crée aussi des gens qui ont envie de connaître une vraie vie politique. Or, le régime du Shah, il faut dire, est un régime très répressif. Tout le monde connaît cette fameuse SAVAK, cette sécurité d'État qui commet arrestations et tortures. Et donc, c'est bien sûr cela qui forme un petit peu ce contraste saisissant. Et quelque part, cette déconnexion, oui, elle existe d'une certaine manière parce que face à cette politique, je dirais, répressive, faute de pouvoir s'exprimer démocratiquement, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens iraniens vont se réfugier justement du côté de la religion, une religion qui s'organise. Les autorités musulmanes chiites, le chiisme étant majoritaire en Iran, évidemment, prennent toutes ces choses en main. Ça ne se voit pas trop, mais il y a des figures importantes, y compris un certain ayatollah Khomeini, exilé depuis 1964, mais dont la figure monte en puissance au fil des années. Et elle monte en puissance comment? Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. Alors il n'y a pas de réseaux sociaux, mais il y a une forme de réseau social, si je puis dire, qui est le fait que on peut par les cassettes, par la littérature. Oui, si, il se passe beaucoup de choses. Il y a une véritable organisation, je dirais, officieuse de la société que ne voit pas très bien, a priori, la police politique, qui, elle, s'intéresse surtout aux manifestations. Il y a même du terrorisme. On a les Moudjahidines, par exemple, qui est une formation politique, on dirait islamo-marxiste, qui commet parfois des attentats. Mais globalement, effectivement, l'Iran vit sous une chape de plomb et surtout, il n'y a, je répète, aucun pluralisme. Et de ce point de vue-là, en effet, le Shah peut apparaître de plus en plus isolé. Seule l'armée toute puissante de l'Iran et le soutien inconditionnel des États-Unis permet effectivement au Shah de voir sous un jour plutôt, je dirais, optimiste, sa politique se dérouler telle qu'il l'avait prévu. Mais en effet, de mauvaises surprises vont l'attendre dans les années 70. Alors la situation commence à véritablement dérailler à la fin des années 70, 70, plutôt en 78. Est-ce qu'il y a un déclencheur à ce qui va devenir une révolution ? Il y a d'abord, je pense, un ras-le-bol qui, je dirais, est sous-jacent. Et souvent, il faut qu'il y ait un petit quelque chose. Alors, il y a quand même une conjoncture qui s'est dégradée, il faut le dire. C'est-à-dire que beaucoup de laissés pour compte. Avec l'augmentation du prix du pétrole en 73-74, l'Iran ayant joué un rôle très important d'ailleurs dans cette augmentation qui se situe au moment de la guerre du Kippour, c'est une conséquence d'ailleurs de la guerre du Kippour, on a effectivement beaucoup d'argent qui arrive, même s'il n'est pas distribué à tout le monde, il pouvait satisfaire en tout cas une partie de la population. Et puis, il y a les années qui suivent, passé 75-76, où là, par contre, il y a une chute. Et à ce moment-là, en effet, la misère s'accroît. Et à ce moment-là, effectivement, la répression devient de moins en moins tolérable, si je puis dire. Voilà. Et c'est là que l'opposition monte en puissance. Alors, tout commence, on le sait, en janvier 78, avec les émeutes de Qom, ville sainte. Cette répression, évidemment, va choquer énormément et c'est le début d'un embrasement qui ne cessera plus. Et les émeutes de Qom, il y a quelque chose qui les a provoquées ? Complètement, oui, des propos qui avaient été tenus injurieux contre l'ayatollah Khomeini d'ailleurs, et qui évidemment ont été considérés comme sacrilèges et choquants. Donc il y a effectivement une islamisation politique de la société, l'islam étant l'élément permettant justement à la population iranienne de manifester son mécontentement. Alors, ces émeutes qui vont conduire à la chute du Shah, on va les voir en images. On est donc à la fin 1978-78. Les femmes auxquelles leur mari avait conseillé de rester à la maison le premier jour étaient descendues en masse dans les rues, toutes recouvertes de leur grand tchador noir dont le port a été interdit par le père de l'actuel souverain, mais qui est devenu aujourd'hui le véritable uniforme des Iraniennes de l'opposition. Elles venaient de tous les quartiers de la ville et beaucoup, peu habitués à porter le voile, s'empêtraient dans leur tchador. Tout au long de la journée, les Iraniens et les Iraniennes accosteront les journalistes occidentaux pour les prendre à témoin du succès de leur manifestation. Nous sommes plus de 3 millions, disent-ils, dans l'euphorie du succès, difficile à vérifier parce qu'il arrive à un stade où l'on ne peut plus compter. Mais une chose est certaine, jamais les journalistes occidentaux n'avaient vu une foule aussi importante depuis l'enterrement du colonel Nasser. L'armée absente, il n'y a eu aucun incident. Le Shah l'a échappé belle, mais que se passera-t-il le jour où les manifestants décideront coûte que coûte de marcher sur le palais impérial ?
Alors on le voit, Thierry, une situation intenable pour le Shah qui est encore à la tête de l'Iran à l'époque de ces images, mais il ne peut pas tenir face à ces millions d'Iraniens et d'Iraniennes qui défilent dans les rues. D'autant plus que les choses s'aggravent au fil de cette année 78, avec le Vendredi noir, effectivement, début novembre 78. Donc, finalement, rien ne va plus. Et à tel point d'ailleurs que le Shah va finir par désigner comme Premier ministre quelqu'un qui avait été un opposant, alors pas un opposant extrêmement violent, mais un opposant quand même, Chapour Bakhtiar, qui faisait partie de ce qu'on appelait un peu le Front National, c'est-à-dire c'est une formation politique plutôt laïque, en fait, qui était quelque part une sorte de possible alternance à ce régime, effectivement, répressif que j'évoquais, et qui demandait au retour à une monarchie constitutionnelle. Ceci dit, Chapour Bakhtiar n'est plus suivi, parce que tout le monde a bien compris que là, on est face à une cause perdue. Le Shah, on ne peut plus rien faire avec le Shah. Et de fait, on le voit, avec les images le montrent très bien, ces manifestations massives, très intéressantes, mais sur ces femmes qui se revêtent en effet de ce vêtement qui symbolise justement un attachement à l'islam. Alors, non pas qu'elles, forcément, elles sont d'accord pour que, effectivement, la condition des femmes redevienne ou devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui en Iran, mais on est vraiment dans une protestation. Et donc, c'est un symbole, quelque part. C'est l'anti-occidentalisme, une façon de coller à ce que doit être un Iran respectant, effectivement, eh bien, les valeurs démocratique et aussi éventuellement, c'est vrai, la pratique d'une religion que tout le monde respecte fondamentalement et donc considère qu'elle a été bafouée en fait par le Shah. On est toujours dans cette fameuse déconnexion. Donc il se produit ce qui devait se produire. Très rapidement, de toute façon, Chapour Bakhtiar perd le contrôle finalement de la situation, d'autant plus que le Shah quitte mi-janvier, le 16 janvier, l'Iran. Il est malade, en plus, il faut le rappeler, c'est un abandon, je dirais, qui est dû aussi au fait qu'ils ne sont plus capables de maîtriser la situation. Et bien sûr, très important, c'est les grandes manifestations de début février qui demandent le retour de l'ayatollah Khomeini. Alors, peu connu lorsqu'il s'est exilé en Irak en 1964, mais devenu célèbre, je dirais, sous le manteau, et surtout qui, depuis octobre 1978, se trouve en France, à Naufle-le-Château. Et alors là, il est énormément médiatisé à cette époque-là, tout le monde le connaît, évidemment, et effectivement, c'est un retour triomphal qu'il effectue à la mi-février, où, en effet, il va désigner Mehdi Bazargan, donc quelqu'un qui, effectivement, est plutôt favorable à ce que l'islam trouve sa juste place en Iran, mais sans que, bien évidemment, on passe au stade d'une république islamique. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait tous ces gens ont vu dans l'ayatollah Khomeini finalement quelqu'un qui symboliquement pouvait porter quelque part leur cause. Ils oubliaient de penser qu'en fait ce monsieur, cet ayatollah, avait une autre idée de l'Iran derrière la tête, pas du tout celle de la plupart de ces manifestants, mais l'idée que l'on sait, celle d'une république islamique impitoyable. Et alors le retour de l'ayatollah Khomeini qui semble fédérer quasiment l'entièreté du peuple iranien, c'est les extraits qui suivent de début 1979. Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère. Ce soir à minuit, un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran. Depuis son expulsion d'Iran en 1963, l'ayatollah Khomeini a consacré toute son énergie à lutter contre le régime du Shah. Celui que l'empereur appelait le vieux pouilleux a réussi à soulever tout un peuple. L'heure de la victoire est arrivée, pourtant personne ne sait à quoi pense l'ayatollah. Son visage de marbre ne traduit aucune émotion. Il y a quelques jours, lorsqu'on lui a annoncé que le Shah avait quitté l'Iran, il n'a même pas sourcillé. Alors Thierry, on l'a vu, le retour de l'ayatollah Khomeini, beaucoup d'Iraniens mettent en lui tous leurs espoirs. On pense même qu'il va installer une république démocratique, des rêves de démocratie qui vont rapidement tourner court. Beaucoup de personnes pensent qu'il va laisser la place. C'est-à-dire que voilà, une fois les festivités, si je puis dire, achevées, en fait les choses vont être réglées assez rapidement. Il n'y avait que la question de l'armée qui restait effectivement à gérer. Et l'armée, en fait, ne va pas faire grand-chose, parce que parmi les militaires, il y a beaucoup de sympathisants à la cause, bien sûr, des manifestations qui ont lieu à ce moment-là. Effectivement, il n'y aura pas de répression. Donc ça s'est plutôt
pas trop mal passé, en tout cas au début de l'année 79, par rapport à la répression de l'année précédente. Et donc, effectivement, tout le monde pense que voilà, il a désigné un gouvernement provisoire, on va dire, Mehdi Bazargan, des gens tout à fait qu'on connaît bien, qui vont mener après une politique tout à fait classique. D'ailleurs, nul ne s'émeut dans les chancelleries occidentales à ce moment-là, y compris aux États-Unis. Et puis, rapidement, l'ayatollah va abattre ses cartes. Ses cartes, c'est quoi ? Eh bien, c'est le 1er avril 79, la création d'une république islamique avec un guide suprême, avec toute une nomenclature dans laquelle, évidemment, le religieux l'emporte à tous les niveaux et où l'islam fait office, bien sûr, d'étalon mesureur de la vie politique. Donc là, on est vraiment rentré dans un système qui n'est pas du tout celui auquel on pensait au départ. Et il y a bien sûr la création d'un parti de la révolution islamique. Il y a bien sûr ces fameuses milices, ces fameux Pasdaran, qui sont également créés, qui est une sorte de milice vraiment à la solde, effectivement, des nouveaux dirigeants. Et rapidement, ceux qui avaient été mis au pouvoir se rendent compte que les choses ne se passent pas aussi bien qu'eux. Alors, ce qui quand même est le déclencheur, il faut le dire, c'est début novembre 79, l'affaire des otages. On le rappelle, voilà. C'est évidemment l'ambassade américaine qui est prise d'assaut avec un certain nombre d'otages, des dizaines. Hein. Complètement. Je crois qu'ils sont même 55 ou 60. Et effectivement, par des étudiants islamiques, mais sans que le gouvernement réagisse. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit aussi quelque chose qui fait partie aussi de l'ADN de l'Iran, c'est-à-dire la violation des règles effectivement internationales, parce que l'ambassade est censée quand même avoir une immunité. Et donc voilà, donc on laisse faire, entendu, c'est vraiment l'idée de faire de la provocation par rapport à cela. Et ça marche plutôt bien, sauf que justement, Mehdi Bazin démissionne. À ce moment-là, nous ne pouvons pas cautionner cela. Quitter une chaise est toujours une mauvaise chose. Évidemment, la République islamique en profite pour installer une nouvelle gouvernance qui, en effet, va être beaucoup plus tournée vers une islamisation politique. Et à ce moment-là, on est rentré bien sûr dans une nouvelle étape qui va conduire à ce que l'on sait, c'est-à-dire vraiment une République islamique totale. Alors, la répression va continuer après, petit à petit, mais on va dire qu'à partir de 82, les jeux sont faits et que désormais on a, je dirais, un parti unique, le parti de la Révolution islamique qui tient en fait le pays et que c'est bien sûr l'ayatollah qui en est la figure tutélaire, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, ce seront désormais effectivement uniquement des figures politiques affidées au parti de la Révolution islamique qui gouverneront l'Iran, des personnages comme Bani Sadr et quelques autres, qui en effet vont imposer petit à petit une gouvernance dans laquelle il y a un guide suprême, c'est l'ayatollah Khomeini, et des instances, je dirais, religieuses qui chapeautent complètement les structures politiques, qui ressemblent à des structures traditionnelles, classiques. Il y aura un président de la République, il y a une assemblée, mais voilà, tout sera en fait contrôlé par les autorités, par l'autorité religieuse, une sorte de grand conseil constitutionnel qui dira que si une loi n'est pas conforme, bien sûr, à la Vulgate islamique, eh bien, elle ne peut pas passer. Donc, il y a bien un verrouillage. Alors, bien sûr, il y aura une résistance, il y aura une tentative pour stopper le processus. Je vois, entre autres, les moudjahidines qui tenteront de stopper cela durant l'année 80, mais tout se termine par une terrible répression. Et globalement, à partir de 81, les jeux sont faits. On peut dire que la République islamique est bien implantée en Iran. Et une situation qui va encore se dégrader avec évidemment la guerre Iran-Irak qui va faire sombrer le pays dans une véritable tragédie. C'est le sens des images suivantes. Il y a un peu plus d'un an, l'Irak, croyant le régime de Khomeini au bord de l'effondrement, attaque l'Iran. Après des succès initiaux, les Irakiens sont stoppés avec de lourdes pertes en hommes et en matériel. La guerre irano-irakienne est aujourd'hui un conflit quasiment oublié. C'est malheureusement une guerre bien réelle qui a déjà fait 100 000 morts dans les deux camps. Ici, un avant-poste irakien a été massacré par surprise par des gardiens de la Révolution. Alors Thierry, on passe de la révolution à la guerre. Qu'est-ce qui entraîne le déclenchement de ce conflit ? Ah oui, c'est effectivement quelque chose là aussi d'assez surprenant au départ, parce que l'Iran et l'Irak étaient en très bons termes à l'époque du Shah. C'est même le Shah qui avait été le principal artisan en 1975, entre autres d'un accord sur les fameux problèmes frontaliers assez classiques. C'est dans la région d'Abadan, c'est là où il y a les gisements pétroliers, il n'y a pas de mystère. Et donc il y avait une sorte d'aggiornamento, les choses allaient mieux. Alors évidemment, avec la révolution iranienne, ce bouleversement, on peut dire copernicien que connaît l'Iran, l'Irak se dit qu'il y a une carte à jouer. C'est ça.
Donc Saddam Hussein va profiter en fait de l'affaiblissement, et il est réel. L'armée a été en partie assez secouée par ce qui s'est passé, beaucoup d'officiers ont quitté l'armée, etc. Donc les choses ne vont pas très bien. Et puis, comme l'Iran, avec les otages, est au banc, on peut dire des nations, c'est le moment où jamais l'Irak sera soutenu. Et d'ailleurs, l'Irak va être soutenu, parce que c'est l'Irak qui agresse, effectivement, il faut le rappeler, à l'automne 1980, donc l'Iran. Et en fait, les Nations Unies ne dénoncent absolument pas cela, ce qui est quand même révélateur. Et donc cette guerre, on le sait, va être terrible, hein. Alors elle commence d'abord par de terribles échecs, hein. L'Iran, effectivement, est rapidement débordé, mais là, il va y avoir une sorte de mouvement, je dirais, de coalescence nationaliste. C'est-à-dire que les Iraniens, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas finalement l'ayatollah Khomeini, vont se regrouper et vont répondre aux injonctions patriotiques effectivement de l'ayatollah et du régime. Alors les Pasdaran, on le sait, vont jouer un rôle très important, et puis derrière eux, effectivement, toute une population de jeunes vont être engagés dans ce qui va être évidemment une boucherie sans nom, hein. Les conditions de cette guerre sont absolument terribles, et donc ce sont bien sûr des centaines de milliers de victimes que l'on va pouvoir compter durant cette guerre qui va durer quand même 8 ans, puisque très vite, effectivement, les Iraniens stoppent, les Irakiens même réussissent à récupérer du terrain, et puis après on a une sorte de guerre de position. Les Irakiens qui ont quand même une aviation bombardent, on le sait, les villes iraniennes. Enfin, c'est assez terrible, et donc il faut falloir du temps, parce que finalement, quelque part, l'ayatollah est assez content, parce que d'une certaine manière, ça permet d'oublier plein de choses, et ça va lui permettre en fait de faire table rase de toute l'opposition. D'ailleurs, quand le combat se termine, il fait massacrer tous les prisonniers politiques qui sont dans ces prisons, et à la sortie de la guerre, c'est 1 an avant sa mort, il meurt en 89, il réforme un peu le système en renforçant avec cette fameuse assemblée de validation des actes politiques qui va être mise en place, en effet de discernement, on appelle ça le conseil de discernement, verrouillé définitivement le régime qui est devenu, il faut le dire, une république théocratique. Eh bien merci, c'est là-dessus qu'on terminera. Merci Thierry, merci à toutes et à tous, et à bientôt pour de prochaines ruptures.